Alors, au fond, qu'est-ce qui va se passer là? On va se retrouver dans des conditions expérimentales pour la survenue d'épidémies dramatiques d'infections entériques, en particulier de fièvre typhoïde. On a eu dès le début de la guerre des rassemblements massifs de troupes dans ce qu'on appelait les dépôts, c'est-à-dire là où se concentraient les troupes avant de monter au front, mal préparés par une mobilisation générale qui avait été bien entendu extrêmement rapide, avec énormément de promiscuité et bien entendu des problèmes d'hygiène assez épouvantables et peu maîtrisés, alors que l'ensemble de la stratégie de l'état-major sur le plan de la santé des troupes avait été celui de l'hygiène et de la prévention des maladies infectieuses. Alors au début, c'était parce que le front était instable, donc les troupes, sous la pression en particulier de l'armée allemande, campaient dans des tranchées improvisées sans avoir la possibilité ou le temps de faire des feuillets ou des latrines de bonne qualité. Et puis une fois dans les tranchées, bien entendu, les conditions d'hygiène vont être relativement épouvantables. Là aussi, les causes sont différentes, mais les résultats sont les mêmes. Et on va finalement se retrouver dans une situation où l'épidémie de fièvre typhoïde va démarrer au mois d'octobre, à peu près, septembre-octobre 1914. Alors le succès de cette campagne de vaccination, il est spectaculaire et je vous ai sorti un graphique qui se passe de commentaires de services de santé des armées de l'époque qui montre qu'en fait la courbe d'incidence de la fièvre typhoïde dans les armées va s'effondrer et on arrive à peu près à mi-fin 1915 avec quasiment une disparition de la maladie. La vaccination sauve des vies. Alors par contre, il y a des échecs, ou en tout cas des échecs partiels de cette vaccination de masse. C'est par exemple la tuberculose et le BCG. Vous savez que le BCG a été aussi, en tout cas dans de nombreux pays, mis à la liste des vaccinations obligatoires. C'était le cas en France jusqu'il n'y a pas très longtemps. Et même si probablement, je pense qu'on est un petit peu injuste avec le BCG. Je pense que le BCG, enfin je pense, je ne suis pas le seul à le penser, a quand même joué un rôle majeur dans l'élimination ou la prévention d'un certain nombre de complications non pulmonaires de la tuberculose, qui était absolument dramatique, comme les méningites tuberculeuses, comme les infections ostéo-articulaires, le mal de Potte et toutes ces maladies dont finalement vous n'entendez quasiment plus parler parce qu'elles ont disparu, certes grâce à l'hygiène, mais probablement aussi grâce à la vaccination systématique par le BCG. Néanmoins, ce dont souffre le BCG, c'est de résultats très irréguliers en fonction des pays, en fonction des zones sur la planète, en termes de protection contre la forme pulmonaire de la maladie, qui est au fond une forme difficile dans la mesure où il y a un portage très prolongé, il y a éventuellement une élimination du bacille par des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, donc des difficultés d'isolement ou de mise en place de thérapeutiques. J'avais parlé beaucoup de ça il y a 3 ans quand j'avais fait le cours sur pauvreté et maladies infectieuses. Donc les méta-analyses montrent, je vous passe les détails, qui est la protection apportée par le BCG en matière de tuberculose pulmonaire. Ce sont des chiffres qui sont surtout produits chez l'adulte parce que les données statistiques sur la tuberculose de l'enfant ne sont pas toujours très fiables, varient entre 0 et 80%. Donc voilà, vous avez le choix de certaines régions où c'est très efficace et de régions comme l'Inde, par exemple, où il a été démontré assez clairement, ou dans certains pays africains, que la protection était quasiment au niveau 0. Donc le BCG, contrairement aux espoirs, au fond, vus à l'échelle de la planète, n'a pas réussi, malgré une vaccination de masse, à éliminer la tuberculose pulmonaire. Et on voit aujourd'hui des taux d'incidence qui sont relativement élevés, malheureusement, bien souvent, comme d'habitude, dans les pays les plus défavorisés. Vous voyez des taux d'incidence dans certains pays africains
L'Afrique du Sud, par exemple, des taux absolument effrayants. Alors, des études présentent toujours les résultats. La conclusion, c'est que les résultats sont encourageants. Alors, il faut savoir lire entre les lignes. On dit généralement que quand c'est prometteur, c'est que de toute façon, ça ne marchera jamais. Quand c'est encourageant, c'est que ça a peut-être une chance de marcher, mais on n'est pas sûr. Enfin, il faut savoir voir un petit peu la sémantique de ces papiers et interpréter les résultats. Il y a aussi des raisons commerciales à cette crise de l'innovation en antibiothérapie, et on pourrait les résumer en un mot qui est celui de la démotivation. C'est vrai que les antibiotiques, vus sous l'angle de la thérapeutique moderne, ce sont des molécules qui offrent un faible retour sur investissement, car les antibiotiques sont consommés sur des très courtes durées. En moyenne, un antibiotique va être utilisé, consommé pendant entre 5 et 10 jours. En plus, les antibiotiques, ils ont une tare essentielle, c'est qu'ils marchent, ils guérissent les patients. Donc, on ne va pas les utiliser plus que nécessaire pour la guérison. Donc, quand vous regardez, au fond, le bénéfice qui peut être apporté par le marché des antibiotiques par rapport aux bénéfices et à la rentabilité industrielle de développer un médicament pour une maladie chronique de toute la vie, le diabète, l'hypertension artérielle, la maladie de Parkinson, les maladies neurodégénératives en général, la maladie d'Alzheimer, on est là sur des marchés de molécules qui vont être administrées toute la vie, alors sur des de 30, 40 ans éventuellement. Donc vous voyez tout de suite la différence entre les quelques jours d'utilisation d'antibiotiques et les années d'utilisation. Et le taux de retour pour les antibiotiques, c'est-à-dire sur l'investissement, des critères, des calculs un peu savants, est de 2 pour les antibiotiques et de plus de 30, par exemple, pour la maladie de Parkinson ou pour l'Alzheimer. Donc, quand il y a un choix à faire dans un système qui est un système capitalistique, qui est aussi extrêmement compétitif, il est clair que le marketing va avoir tendance à dominer sur la nécessité d'avoir de nouveaux antibiotiques, et c'est une des faiblesses. Et on a vu peu à peu au fil de ces dernières années des grosses entreprises pharmaceutiques, ce qu'on appelle les big pharma, se désintéresser du développement d'antibiotiques. 90 ans de recul avec les vaccins à base d'aluminium. 90 ans de recul. Des centaines de millions de doses injectées dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a produit un rapport sur les adjuvants et a conclu à l'innocuité. Donc on avait montré, à l'époque, on avait insisté sur cette opposition qui a déjà été rappelée entre la baisse des infections, de beaucoup d'infections, pas toutes bien sûr, mais beaucoup d'infections, et l'augmentation de la fréquence de ces maladies allergiques et auto-immunes. Il y avait deux choses que je voulais mentionner par rapport au vaccin en particulier. Le vaccin, bien entendu, c'est un peu un réflexe, on se dit c'est maladie émergente, brutale comme ça. Au fond, il faut un vaccin. On voit bien que c'est facile à dire, mais que ce n'est pas facile à faire. Et il ne faudrait pas non plus qu'on mette tous les œufs dans le même panier, dans le panier vaccin, dans la mesure où vous avez vu toutes les opportunités qu'il y a maintenant pour prendre en charge des maladies émergentes sans nécessairement avoir à compter sur ce vaccin qui, par définition, en tout cas dans le cas présent, n'existe pas. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui se pose, et je voulais vous en parler, c'est celui du risque vaccinal d'un produit qui n'a pas suffisamment pu être testé sur le plan des études cliniques, dans la mesure où il y avait de l'urgence. Et ce qu'on a vu très récemment se développer, très récemment, c'est depuis en fait 2010, c'est l'apparition à la suite de la vaccination en urgence contre la grippe A/H1N1 d'épisodes de catalepsie, c'est-à-dire de perte de tonus, de perte de veille, c'est-à-dire d'endormissement diurne, et de catalepsie, qui survenaient surtout chez les jeunes enfants et chez les adolescents. Et le bruit est largement au-dessus du bruit de fond de la catalepsie dans la population générale, qui est de l'ordre de 1 sur 2000, et là on passait en particulier dans les pays du Nord où il y a eu beaucoup de vaccinations, à 6 fois ce bruit de fond, ce qu'on appelle les odds ratio,
ou 4 fois chez les adultes jeunes autour de 30 ans. Donc manifestement, il s'est passé là un événement. Il n'est pas totalement clair si ça n'est pas lié éventuellement à l'infection elle-même, parce qu'il y a eu beaucoup d'infections asymptomatiques, et il a été montré récemment en Chine que l'infection H1N1 pouvait donner lieu à ces épisodes, pas ces épisodes, à ces narcolepsies. Donc, par un processus qui semble expérimentalement être lié au fait que le virus H1N1 peut se développer dans l'hypothalamus au niveau de ces neurones qui produisent l'orexine, qui s'appelle aussi l'hypocrétine, qui est une hormone, qui est l'hormone de la veille et en particulier. Donc, cette destruction des neurones, en fait, empêche la production de ce neuromédiateur et entraîne la narcolepsie. L'autre possibilité qui semble se dégager à l'heure actuelle, c'est qu'il y ait un effet de mimétisme moléculaire, et en particulier, il y a eu un papier en 2015 dans Science Translational Medicine qui montre que la nucléoprotéine, vous savez, on en a parlé de la nucléoprotéine la dernière fois, du virus H1N1, a une petite séquence de 7 acides aminés qui est très homologue à la séquence N-terminale du récepteur de cette hypocrétine, de cette orexine. Et donc, ce qui a été montré, c'est qu'en fait, exposé à cette nucléoprotéine, des anticorps sont formés qui vont passer la barrière hémato-encéphalique et qui vont aller se fixer sur ces neurones et au fond empêcher le fonctionnement correct de la boucle de stimulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord c'est un effet secondaire s'il se confirme que ce n'est pas l'infection passée inaperçue mais vraiment le vaccin, que ce n'est pas acceptable au fond, même si ça reste un événement relativement rare. Cet événement relativement rare, on peut imaginer qu'il soit acceptable dans une situation Ebola, par exemple, pour sauter sur l'exemple précédent, parce que l'épidémie flambe tellement et le taux de mortalité est de l'ordre de 20, 30, 40% des sujets infectés. Donc on peut, je dirais, passer sur un événement de 4 pour 1000 ou de 4 fois la survenue de bruit de fond de cette maladie dans la population générale. Par contre, dans une population du Nord en bonne santé, qui n'est pas affectée au fond tant que ça par la pandémie, puisqu'il s'est avéré assez rapidement, comme on l'a discuté l'autre fois, que cette pandémie n'était pas si grave qu'on ne l'anticipait. Est-ce que là, la balance ne part pas dans l'autre sens? Et est-ce qu'on peut se payer le luxe du risque de ce type de situation dans ces cas de vaccination massive? Et ça pose véritablement la question de ces vaccins qui risquent d'être la situation prévalente maintenant, si on veut se prémunir très rapidement contre l'extension de ces émergences, d'avoir à faire en quelques mois et à mettre sur le marché et à vacciner largement des populations avec un vaccin qui n'est peut-être pas passé par toutes les étapes de la pharmacovigilance et de l'étude clinique qui auraient été nécessaires par la force des choses. Ce n'est pas une critique, c'est juste simplement une réalité qu'il va falloir que collectivement on regarde en face de manière à savoir si on prend le risque ou si on ne prend alors pas le risque. Et ça me fait revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est absolument essentiel de pouvoir très rapidement modéliser la dynamique de démarrage d'une épidémie et son aggravation éventuelle sur la population. Parce que si on est en présence de quelque chose qui, au fond, n'est pas si dramatique que ça, on peut peut-être mettre le vaccin de côté et on peut le mettre même de côté dans d'autres situations. Par exemple, on voit très bien avec Zika à l'heure actuelle en Amérique du Sud que le virus est tellement infectieux qu'il a déjà balayé l'ensemble de l'Amérique du Sud quasiment et que les gens sont naturellement immunisés par la maladie. Donc est-ce qu'il faut en plus rajouter un vaccin dans la mesure où, au fond, il aurait été fait peut-être un peu rapidement alors c'est une signature moléculaire de rien du tout, hein, c'est 7 acides aminés, mais on ne peut pas imaginer qu'avec les outils moléculaires dont on dispose maintenant, les algorithmes d'analyse des séquences, la possibilité de faire rapidement des anticorps monoclonaux et voir s'il y a de l'immunité croisée, il y a vraiment un saut quantique à faire dans la pharmacovigilance qui est absolument essentiel si on ne veut pas continuer à alimenter
sensation un peu de doute et de défiance vis-à-vis des vaccins. Et cette situation H1N1, je trouve, est assez caractéristique parce qu'elle regroupe absolument tous les paramètres de l'évaluation, finalement, risque-bénéfice dans l'utilisation d'un vaccin. Vous avez ici la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis au XXe siècle. Et vous voyez qu'elle a considérablement décru de 800 pour 100 000 par an à quelque chose autour de 50 pour 100 000. À cette période, les gens mouraient essentiellement de maladies respiratoires. Le gros de cette mortalité par maladie infectieuse au début du XXe siècle aux États-Unis, c'était tuberculose, la grippe et les pneumonies. Il y avait également la fièvre typhoïde, il y avait également des maladies infantiles. Et vous voyez très bien ici le pic de la grippe espagnole en 1918-1919, très marqué. Cette décroissance majeure, on la doit d'abord au progrès de l'hygiène. C'est le fait de vivre moins entassé, le fait d'avoir accès à l'eau potable, le fait d'avoir des évacuations des eaux usées, une meilleure alimentation, qui est très largement responsable de ce déclin majeur que vous voyez sur cette première moitié du XXe siècle, où l'espérance de vie aux États-Unis a augmenté de 23 ans, ce qui est quand même un bond unique dans l'histoire des pays industrialisés. Et vous voyez qu'après, avec les antibiotiques et avec les vaccins, ça s'est maintenu. Une légère remontée vers la fin du XXe siècle, ça c'est l'épidémie de sida, qui explique cette très légère remontée.